Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents. Je remercie également les organisateurs de m'avoir invité pour cette présentation. Alors, après les présentations précédentes qui ont été un petit peu techniques, je voulais essayer de vous donner une vision un petit peu générale du monde de la franchise et de la franchise dans le monde. Alors, je ne vais pas faire ça en un quart d'heure, 20 minutes. Je pourrais y passer des heures, mais on va faire juste un survol très général de la situation. Voilà. Alors pour me présenter, donc je dirige les activités internationales de Quick. Et dans ce cadre-là, la Tunisie tient une place toute particulière puisque le 20 avril dernier, nous avons ouvert le premier restaurant en dehors de nos marchés domestiques que sont la France, la Belgique et le Luxembourg. Voilà, alors cette présentation va tenir en 3 points. D'abord un petit peu d'histoire pour se situer, et vous allez voir que l'histoire de la franchise remonte loin dans le passé. Ensuite quelques définitions générales qui reprendront pour certaines quelques-uns des points qui ont déjà été évoqués précédemment, non pas que j'ai compris la totalité des présentations précédentes. Et puis le troisième point, les principaux facteurs de succès, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une franchise fonctionne et quels sont les éléments qui doivent être réunis pour que ce soit le cas aussi bien pour le franchiseur que pour le franchisé. Voilà. Juste pour compléter un petit peu les présentations, donc j'ai une longue expérience dans ce secteur, essentiellement dans la restauration, mais comme on le verra tout à l'heure, la restauration est l'un des secteurs proéminents dans le domaine de la franchise. J'ai également préparé cette présentation en m'inspirant du livre Franchisé gagnant, écrit par Thierry Borde, et qui est un guide très intéressant que je conseille aux candidats à la franchise, qui vous expliquera de manière très méthodique la bonne manière d'approcher votre projet de franchisé. Voilà, alors un peu d'histoire. La franchise vient du mot franc, qui voulait dire libre, et certains retracent son histoire jusqu'au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, il ne s'agissait pas de franchiser des marques, mais les seigneurs donnaient, autorisaient des droits à leurs vassaux d'exploiter des terres, d'exploiter des propriétés, etc., en contrepartie d'un paiement. Et ceux qui étaient détenteurs de ces droits s'y sont accrochés pendant de longues années, à tel point que ça a même donné des noms à certaines villes, comme Villefranche, par exemple, ou Villafranca en Espagne ou en Italie. Et le Moyen-Âge, comme pourrait en témoigner le personnage de l'image centrale, était une époque formidable. Plus sérieusement, l'histoire de la franchise moderne, on considère qu'elle a démarré au milieu du 19e siècle avec Isaac Merritt-Singer, qui était donc l'inventeur des fameuses machines à coudre que l'on connaît tous, et qui a commencé à développer un réseau de revendeurs pour assurer bien entendu la vente de ces machines, mais également le service après-vente. Grâce à ça, il est passé de quelques centaines de machines vendues à 260 000, plus de 260 000 machines en 25 ans. Alors à l'époque d'Internet, passer de quelques centaines à 260 000 en 25 ans, ça paraît sans doute très long. La réalité, c'est qu'au milieu du 19e siècle, c'était quand même une performance assez étonnante. Et de la même manière, à la même époque, en Allemagne, les brasseries Spaten commençaient également à vendre leur bière sous ce système de franchise, ou en tout cas, ce qui a servi de fondement au système de franchise. On fait un saut dans le temps et on se retrouve à peu près au milieu du XXe siècle avec Alfred Sloan, le célèbre théoricien économique. On sait moins qui s'est intéressé particulièrement au système de franchise, et en particulier à l'époque où il dirigeait le groupe General Motors, puisqu'il a construit le développement de ce groupe autour de concessionnaires qui revendaient les voitures, et il a écrit donc un certain nombre de choses très intéressantes sur ce concept de franchise. Et puis à peu près à la même époque, puisque McDonald's, les premiers McDonald's ont ouvert pas les premiers McDonald's, mais disons
Ray Kroc, qui est le fondateur de McDonald's, a ouvert son premier restaurant en 1955, avec une particularité quand même très importante dans le cadre de McDonald's, c'est qu'avant d'être un business de hamburger, c'est avant tout un business immobilier. McDonald's étant, vous le savez peut-être, l'un des plus gros propriétaires immobiliers au monde, et c'est là-dessus qu'ils ont construit leur succès, mais bien sûr également en s'appuyant sur des logiques de franchise. Voilà. Et tout ça fait que aujourd'hui, plus de 50% de toute l'activité de distribution de biens et de services aux États-Unis se fait à travers des systèmes de franchise, et on retrouve une part très très importante, bien sûr, dans le secteur de la restauration, avec des marques que vous connaissez toutes et qui, j'imagine, arriveront dans les années qui viennent en Tunisie. Subway, McDonald's, KFC, bon, on ne citer que les principales. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur Subway, qui est aujourd'hui le plus grand réseau de franchise au monde en nombre d'unités, avec 44 000 restaurants. Donc c'est une illustration intéressante, même s'il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire sur le modèle économique. C'est une illustration intéressante de ce qu'on peut arriver à faire, de la manière dont on peut développer une marque en franchise. Je répète, donc 44 000 restaurants dans le monde et plus de 2000 ouvertures par an depuis plus de 15 ans. Voilà. Alors la franchise, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un puissant levier économique. Et c'est un levier économique à deux titres. C'est un levier économique pour le franchiseur, c'est-à-dire celui qui au départ a une idée, a inventé un concept et puis a envie de le développer. Et à ce titre, il va pouvoir, en s'appuyant sur une logique de franchise, faire croître son idée, sans avoir pour autant à investir beaucoup d'argent. Pour prendre l'exemple de Subway, 44 000 restaurants, il n'y a pas un seul restaurant qui appartienne directement à Subway. Ils sont tous en franchise. Donc, un levier économique, et puis un levier économique, bien sûr, pour les franchisés, puisque un franchisé qui rentre, plutôt une personne qui rentre dans un système de franchise, n'a pas besoin d'investir dans tout le travail préalable de la création du concept, puisque ça a déjà été fait par le franchiseur, et qu'il va pouvoir utiliser tout son temps et toute son énergie uniquement au développement commercial de l'activité, et à contribuer donc à la réitération du succès de la première ou des premières unités. Et puis tout ça, évidemment, ça se formalise par un accord, par un contrat. Alors, il y en a différentes formes, et il y a des spécialistes ici qui en parleront beaucoup mieux que moi. Donc un contrat qui régit les relations entre le franchiseur et le franchisé, et le franchiseur donc donnant au franchisé en contrepartie d'un certain nombre de paiements, dont les royalties, bien entendu, il a le droit d'utiliser sa marque et son savoir-faire. Ces deux notions ont été évoquées tout à l'heure dans l'une des présentations précédentes. Comme savoir-faire et franchise était écrit en français, j'ai pu le comprendre, le reste étant resté assez obscur pour moi, je dois bien vous l'avouer. Voilà. Alors, il y a plusieurs manières de se développer. La franchise n'est pas la seule. Franchise, master franchise, c'est la même chose ici. C'est très différent sur le plan contractuel, mais donc pour ce qui nous intéresse ici, on va considérer que c'est sensiblement la même chose. Donc la franchise ou la master franchise est évidemment l'un des moyens de se développer. Il y en a d'autres, les contrats de distribution, les contrats de licence, les contrats de développeurs, ou bien évidemment le développement en propre, mais qui a l'inconvénient de coûter très cher, en tout cas si ce n'est pas un inconvénient. Il faut savoir que celui qui déciderait de se développer en propre doit avoir un portefeuille bien garni, parce que développer une marque en propre, et à plus forte raison au niveau international, c'est quelque chose qui coûte très cher. Alors à ce titre, pour l'anecdote, si vous allez sur le site internet de cette chaîne britannique qui s'appelle Prêt à manger, qui est une chaîne de restauration, c'est assez amusant parce que sur toutes les pages de leur site, ils invitent leurs clients à faire part de leurs commentaires, de leurs remarques, de leurs suggestions, etc. Et puis il y a un onglet franchise, et là si vous cliquez sur l'onglet franchise, il y a une ligne qui dit: il est inutile de nous appeler pour franchiser, nous ne franchisons pas et nous ne croyons pas à la franchise. Voilà. Donc c'est assez amusant, parce que, encore une fois, tout le reste de leur site vous invite à faire des commentaires, sauf sur ce sujet-là qui est absolument tabou pour eux. Donc voilà, il y a d'autres manières de se développer. Prêt à manger a choisi de se développer exclusivement en propre.
Starbucks s'est développé pendant très longtemps en propre, commence maintenant tout juste à ouvrir quelques restaurants en franchise, mais l'essentiel de leur croissance est fait par un développement en propre. Et puis selon le choix du modèle, évidemment ça va avoir des conséquences sur les coûts, on vient d'en parler, mais aussi et surtout peut-être sur la vitesse de développement et le niveau de contrôle que le franchiseur va avoir sur sa marque. C'est ce qui fait parfois peur à certains franchiseurs ou à certains détenteurs de marques, c'est le fait de perdre la main, de perdre le contrôle sur leur marque qu'ils ont pris le soin de créer. La réalité démontre qu'un système de franchise bien structuré et bien organisé permet aux franchiseurs de garder quand même un niveau de contrôle suffisant sur sa marque. Voilà, pour finir sur cette partie chiffre, donc presque 4 trillions de dollars, c'est ce que devrait représenter en 2015 le secteur de la franchise dans le monde. Alors, ce qu'on entend par là, c'est ce qu'on appelle les ventes sous enseigne, c'est-à-dire la somme de tous les chiffres d'affaires réalisés par des unités, qu'elles soient en propre ou en franchise. Presque donc 4 trillions de dollars, presque un quart de cette somme est réalisée aux États-Unis, ce qui représente également là-bas 8,8 millions d'emplois. Donc encore une fois, presque la moitié dans la restauration. On retrouve encore une fois ici le poids très important de ce secteur de la restauration dans le monde de la franchise. En France, les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, mais ça n'a pas dû fondamentalement changer. On doit à peu près 2000 réseaux, 300 000 emplois et presque 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires sous enseigne. Alors, comme je disais en introduction, je pourrais vous parler pendant des heures de ce que c'est qu'une franchise, et certains s'y emploient depuis ce matin et vont continuer après. Il y a 2 choses à retenir, c'est avant tout une franchise, c'est avant tout une marque et un savoir-faire. Avec ces 2 éléments-là, on n'a pas forcément de quoi développer un système en franchise, mais en tout cas, on a au moins les 2 piliers de base de ce qui doit permettre de créer une franchise. Alors la marque, c'est l'identité, c'est le nom, c'est les logos, etc. Et puis le savoir-faire, c'est assez facile à comprendre, mais ce qui est important dans le savoir-faire, je vais revenir dessus juste après, c'est qu'il doit être formalisé pour être transmissible. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir développé soi-même un concept qui soit bien pensé et bien réfléchi, mais si on veut le franchiser, il faut pouvoir le transmettre. Pour pouvoir le transmettre, il faut que ce concept soit formalisé à travers un certain nombre de manuels et également à travers un contrat qui va préciser les droits et obligations de chacune des parties. Alors, ça c'est la franchise en général. Maintenant, quels sont les éléments qui forment un bon concept de franchise, parce que tous les concepts ne sont pas bons à franchiser, et on voit parfois dans les salons de la franchise quelques stands sur lesquels le franchiseur vous explique qu'il a une unité et que dans 5 ans il en aura 350. Bon, c'est parfois vrai, mais souvent ces gens-là on ne les retrouve pas sur le même salon de la franchise l'année d'après, donc c'est sans doute qu'il manquait quelques-uns des éléments essentiels au succès du concept. Donc un bon concept de franchise doit être attractif et évidemment il doit être abouti, ça veut dire qu'il doit avoir fait la démonstration de sa supériorité par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur le marché. Parce que finalement, si demain vous décidez de devenir franchisé, c'est parce que vous avez envie de vous lancer dans une activité, vous n'avez peut-être pas envie de vous lancer tout seul, parce que vous n'êtes pas sûr de savoir exactement comment est-ce qu'il faudrait faire, par où il faudrait commencer, et donc à ce titre, vous allez vous adosser à un franchiseur. Mais donc, à ce titre également, le modèle économique que vous propose le franchiseur doit évidemment être supérieur à ce qu'on trouve de manière générale auprès des indépendants qui travaillent sur le même marché. Le concept doit être spécifique, c'est un autre point extrêmement important. Il n'y a pas, à ma connaissance, de grands réseaux de franchises qui ne se soient construits sur des concepts très spécifiques, c'est-à-dire pas des niches de marché, parce qu'évidemment, si on parle de McDonald's, de KFC, de Subway ou autres, ou de Remax, voilà le Remax juste en face de moi, évidemment, on n'est pas sur des niches de marché, mais en tout cas, une approche spécifique de chacun des marchés, ça c'est un élément absolument
absolument essentiel pour que le concept de franchise ait véritablement de la valeur. Il faut que ce soit reproductible, c'est-à-dire qu'il faut que le succès qui a été obtenu dans le premier point de vente ne soit pas exclusivement dépendant justement de cet emplacement-là, et qu'on puisse donc reproduire, qu'on puisse prendre la totalité des éléments concernés et puis les emmener ailleurs pour réitérer le succès, comme je disais en introduction, et puis transmissible. Transmissible, c'est comme je disais juste avant, ça veut dire que ça doit être un savoir qui doit être structuré dans un certain nombre de manuels précis, écrits et détaillés qui vont pouvoir être transmis aux franchisés. Donc si vous croisez dans vos recherches d'un bon concept de franchise un franchiseur ou quelqu'un qui se prétend comme tel mais qui vous dit qu'il n'a pas encore fait son manuel d'exploitation, qu'il est en train de travailler dessus mais que c'est plus qu'une question de temps, je vous inviterai à passer votre chemin parce que c'est pas sérieux et un concept de franchise bien pensé, encore une fois. Le franchiseur doit être capable de formaliser ça dans un certain nombre de documents très précis. Voilà. Et de tout ça découle un certain nombre de droits et d'obligations. Alors, comme vous pouvez le constater, mais c'est souvent le cas, c'est pas tout à fait équilibré. C'est-à-dire que dans la colonne, dans la case droit franchiseur, il y a moins de choses que dans la colonne obligation pour le franchisé. C'est la réalité, c'est comme ça, parce que la perspective est évidemment différente, mais le succès d'un système de franchise, c'est un succès commun. Il n'y a pas de réseau de franchise avec une longue histoire dont les franchisés n'aient pas de succès. C'est pour ça que je vous inviterai également dans vos recherches à vous méfier des franchiseurs qui proposent des droits d'entrée très élevés. Parce que l'avantage du droit d'entrée très élevé, c'est qu'on le fait signer au moment du contrat, on se met tout ça dans la poche et puis après moi le déluge, on ne s'intéresse pas forcément à ce qui va se passer après. Je ne parle pas évidemment des très grands réseaux comme encore une fois McDo ou KFC ou autres qui justifient leur droit d'entrée souvent élevé. Mais quand vous avez en face de vous des franchiseurs beaucoup plus modestes qui veulent vous faire payer des dizaines de milliers d'euros pour un droit d'entrée, encore une fois, à moins que ce soit très précisément justifié, j'ai personnellement plutôt tendance à me méfier parce que ça a un peu trop tendance à ressembler à quelqu'un qui veut faire des coups dès le départ, encaisser le maximum et puis pas forcément s'occuper de la pérennité de sa marque sur le long terme. Voilà. Je vais pas vous lire l'ensemble de ce qui figure là. Bien sûr, le franchiseur, c'est le détenteur de la marque, il doit avoir la marque, il doit transmettre le savoir-faire. Et puis le franchisé, encore une fois, il a toute une série d'obligations parce qu'au bout du compte, si demain vous devenez franchisé, c'est votre affaire et surtout gardez bien à l'esprit que le simple fait d'accrocher au-dessus de votre porte une enseigne de renommée nationale ou internationale ne suffira pas à faire votre succès. Le succès d'une affaire en franchise ou en propre d'ailleurs, c'est bien entendu le travail de l'exploitant, le travail au quotidien de celui qui va s'en occuper. Voilà. Très rapidement pour finir, je parle en introduction, Subway, donc encore une fois, le premier réseau de franchise au monde, avec une particularité qui a fait son succès, qui est le développement à travers ce système qu'ils appellent des agents de développement, qui sont des entrepreneurs indépendants qui ont la charge de recruter les franchisés et de trouver les emplacements, et puis ensuite de faire la bonne combinaison entre un franchisé et un emplacement. Et c'est grâce à ce système que Subway s'est développé de manière absolument spectaculaire dans le monde. Il se trouve que Fred De Luca, le fondateur, qui est décédé il y a quelques mois, était on va dire un peu radin par nature et qu'il avait trouvé avec la franchise un moyen extraordinaire de se développer sans avoir à investir beaucoup d'argent lui-même. Mais évidemment, ça reposait sur un modèle économique rentable qui a permis également de faire le succès de beaucoup de franchisés, même si ça a laissé sur le bord de la route aussi, pas mal de gens. Et comme il le déclarait lui-même dans
une interview sur une chaîne américaine, ça ne m'empêche pas de dormir. Voilà, chacun en pensera ce qu'il en veut et en tirera les conclusions qui sont les siennes. La faiblesse du système, c'est sans doute une difficulté quand même à contrôler ses franchisés et avec comme conséquence parfois un manque d'homogénéité d'un restaurant à l'autre. Voilà. Je conclurai là-dessus en vous disant, et vous l'avez compris, que la franchise c'est avant tout une histoire d'homme avec un H majuscule, une histoire, une envie d'entreprendre, de réussir, de partager. Et encore une fois, il n'y a pas, à ma connaissance, de système de franchise qui est réussi sans que et le franchiseur et les franchisés n'y aient trouvé leur compte. Encore une fois, je m'intéresse aux réussites qui durent dans le temps et sur plusieurs années, et pas des phénomènes qu'on voit parfois où pendant quelques années on entend parler d'une marque et puis tout d'un coup ça disparaît. Voilà. Merci pour votre attention. On vous remercie, M. Thierry, pour cet éminent exposé. Je tiens à vous informer qu'on va prendre une petite pause pour maintenant et on va reprendre l'après-midi. Vous avez des questions? Non, pas de questions. Ça sera pour l'après-midi. Pas de questions. Je serai pas là. Ah, ok. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, alors on va enchaîner avec les questions. Deux petites questions, s'il vous plaît. Pour le responsable de Conseil de la concurrence et monsieur aussi. Si je veux faire un contrat avec le master franchisé qui se trouve au Liban, est-ce que j'ai le droit ou non de passer un contrat avec lui ou non? Deuxièmement, si un autre jour je veux vendre le fonds de commerce, est-ce que le fonds de commerce m'appartient ou appartient au franchiseur? Si c'est-à-dire je crée un produit de franchisé, est-ce que je peux exporter ce produit vers d'autres pays ou non? Si, en ce qui concerne, s'il vous plaît, des critères, brassage et mixité, etc., vous êtes un économiste, vous n'êtes pas un sociologue ou un psychologue. Ce n'est pas des critères objectifs, ce sont des critères subjectifs. Et je termine. La création de postes franchisés coûte 3 fois que la création d'un poste normal. Je vous remercie. Alors, je ne suis pas certain d'être qualifié pour répondre à toutes vos questions. Alors, sur la propriété du fonds de commerce, ça dépend des modèles. Dans la plupart des, je ne sais pas si c'est dans la plupart des cas, mais selon la nature du contrat, le franchisé est ou n'est pas propriétaire de son fonds de commerce. En France, par exemple, il y a un modèle qui se pratique beaucoup, qui est celui de la location-gérance. Dans le cas d'un contrat de location-gérance, c'est comme ça que McDonald's exploite la plupart de Quick également dans certains cas. Dans ce cas-là, le franchisé n'est pas propriétaire de son fonds de commerce. Dans le cadre d'une master franchise, notre master franchisé pour Quick ici, le groupe Achicha que je lui ai cité tout à l'heure, est bien entendu propriétaire de son fonds de commerce. Et il exploite la marque Quick à travers un contrat de master franchise et il a la totale propriété du fonds de commerce de l'activité Quick qu'il développe en Tunisie. Le produit créé par le franchisé, vous demandiez s'il peut être exporté. Normalement, il n'y a pas de produit créé. Enfin, il peut y avoir des produits créés par les franchisés, sauf que dans un système de franchise bien monté, ça doit remonter au niveau du franchiseur. Et c'est d'ailleurs comme ça que la plupart des systèmes de franchise évoluent. Le Big Mac, par exemple, a été créé par un franchisé, mais c'est devenu évidemment un produit qui appartient à McDonald's. Donc je suis pas certain. Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question. Pour moi, il n'y a pas de produit créé par un franchisé qui pourrait prendre et exporter sous l'enseigne de son franchiseur. Si c'est lui qui l'a créé, ça doit rentrer dans le cadre de la franchise. Sinon, je ne vois pas très bien comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Pour les autres questions, je ne me sens pas du tout qualifié pour y répondre.
Ok, on va enchaîner juste une dernière question et on va prendre la pause par la suite. Bonjour Monsieur Rousset. J'aurais voulu vous poser une question sur la stratégie de Quick pour l'ouverture de son premier restaurant. Je pense qu'enseigne internationale comme la vôtre, justement, ouvre un tout petit restaurant dans un carrefour. Quelle a été votre stratégie et pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? Alors c'est une bonne question qu'on nous a déjà posée souvent et que beaucoup de gens se posent. Alors d'abord, la stratégie de développement dans un pays comme la Tunisie, elle a été développée donc avec notre partenaire, le groupe Achicha, et le choix de cet emplacement-là, on l'a fait ensemble. Alors vous avez raison, c'est un tout petit restaurant, c'est même le plus petit restaurant Quick de tous ceux qu'on a aujourd'hui, sur les 509 restaurants qu'on a dans le monde, c'est le plus petit physiquement. Maintenant, c'est quand même le centre commercial Carrefour de Tunis, donc c'est pas non plus un petit centre commercial. On aurait préféré évidemment pouvoir commencer notre développement par un bâtiment solo quelque part, implanté quelque part sur un terrain avec plus de visibilité. Bon, l'opportunité s'est présentée d'ouvrir dans le centre commercial de Carrefour. Le succès est aujourd'hui au-delà de nos espérances. Il y a 2 autres restaurants en construction aujourd'hui, dont un qui aura nettement plus de visibilité, mais on espère bien entendu rapidement pouvoir ouvrir un bâtiment solo avec la totalité du concept Quick. Et pensez-vous vous étendre à d'autres villes que Tunis ou alors simplement vous focaliser à Tunis? Le groupe Achicha est titulaire d'un contrat de master franchise qui couvre la totalité du pays, donc il peut s'implanter où il le souhaite et ça fait partie des projets. L'idée c'est quand même de se concentrer au début déjà sur la ville de Tunis et puis petit à petit de s'étendre vers les autres. Très bien, merci beaucoup. On vous remercie, Monsieur Thierry. Alors là, on va prendre une petite pause et on reprend à partir de 14h30. Vous serez les bienvenus.